Abrite son premier salon international de l'artisanat, une première au moment où des cordonniers de la rue 11 se désolent de la morosité de leur secteur. Ils ont tenu un sit-in pour dénoncer la concurrence des produits chinois, le manque de moyens auxquels ils sont confrontés. Et puis jeûner lorsqu'on est diabétique, c'est possible. Grâce au programme M-Diabète, les malades sont informés sur la conduite à tenir. Dans ce journal, des précisions du professeur Saïdou Nourou Diop, directeur du centre Marc Sankalé. L'invité du 20h, il s'agit du ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage, M. Mamadou Talla, que nous retrouverons avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à toutes et à tous. Ce sit-in des femmes pro-Khalifa Sall sur l'avenue de la République, elles ont bloqué la circulation pendant au moins une vingtaine de minutes avant d'être dispersées par la police. Au total, une dizaine de femmes, toutes souteneuses du maire de Dakar, ont exigé sa libération. Une manifestation interrompue sans violence par les forces de l'ordre qui ont procédé à des interpellations. C'était en présence d'Adi Atala, Tierno Laurent Mendy, compte rendu. Elles sont sorties spontanément et ont occupé sporadiquement l'avenue de la République. Assises à terre, elles ont bloqué la circulation en scandant « Libérez Khalifa Sall ». Selon elles, l'arrestation de Khalifa Sall est arbitraire et elles accusent le président Macky Sall d'être derrière l'incarcération du maire de Dakar. Soham Wardini, la première adjointe au maire de Dakar, et ses camarades ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin pour faire libérer leur édile. Et toutes les femmes qui manifestaient sur l'avenue de la République ont été interpellées avant d'être jetées dans le panier à salade par les forces de l'ordre qui sont intervenues sans violence ou usage de grenades lacrymogènes. Le sit-in de ce lundi est le premier jalon d'une série d'actions que les femmes de l'opposition comptent mener avec ou sans autorisation préfectorale. Autre soutien de taille au maire de Dakar, celui de la coalition Initiative 2017 qui vient de voir le jour à Tamba. Son coordinateur Lassana Kanté a profité de l'installation du comité électoral pour exiger la libération sans condition du maire de Dakar. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Moussa Omar Gueye et Amadou Djedjou. Je lance un appel solennel encore aux autorités. Il faut qu'on nous libère notre président Khalifa Sall. L'initiative 2017, au niveau de Tamba, nous allons nous battre bec et ongle pour sa libération. Là, on est catégorique. Il a été arrêté arbitrairement. Et ça, nous le disons haut et fort. Je lance un appel au président Macky Sall et à sa justice que ce pays ne les appartienne pas. Ça appartient à tous les Sénégalais pétris de justice. Et qu'aujourd'hui, trop c'est trop et maintenant ça suffit. Nous prenons toutes nos responsabilités. Et nous prenons également encore toute notre responsabilité pour la libération rapide. D'accord. Merci. Nous exigeons la libération sans condition de Khalifa Ababakar Sall. Actualité politique, toujours à Guédiawaye, l'APR, le parti présidentiel, risque de voler en éclats. Le jeu de yo-yo du coordonnateur a finalement abouti à une fronde dans cette localité. Plusieurs responsables, dont Racine Talla, Ladjoub Seydina Fall, pour ne citer que cela, ont décidé de faire bloc et de barrer la route à Aliou Sall. En conférence de presse, ces frondeurs que vous voyez sur ces images ont requis l'arbitrage de leur chef de parti, le chef de l'État, Macky Sall. Dans la coalition Benno Bokk Yakaar de Rufisque, un sentiment de découragement a gagné certains militants à quelques jours des législatives. La plupart d'entre eux font partie de Benno Siggil Sénégal. Ils déclarent se sentir comme des alignés et non comme des alliés. Face à la presse, ils déplorent le fait de n'avoir jamais bénéficié de postes électifs, et ça depuis 2012, date à laquelle le chef de l'État est arrivé au pouvoir. Je vous propose d'écouter Ousmane Samb, c'est le porte-parole de cette coalition, au micro de Seynou Thiam et Bira Diagne.
à Macky 2012 et à Benno Tanor. Lors de l'élection du bureau du conseil départemental, tous les 5 postes du bureau ont été octroyés respectivement à Macky 2012, donc APR 3 postes, et à Benno Tanor, ça veut dire le Parti socialiste 2 postes, sanctionnant ainsi la coalition Benno Siggil Sénégal pour avoir soumis sa candidature. Aux élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, en dépit de notre ferme opposition, les 2 titulaires sont issus des rangs de Macky 2012. Depuis 2012, la coalition Benno Siggil Sénégal n'a bénéficié d'aucun poste électif dans le département de Rufisque. Parlons à présent de cette réplique d'Amadou Sall après la sortie du chef de l'État sur le pétrole et le gaz. L'ancien garde des Sceaux se dit habitué aux provocations du chef de l'État. Selon lui, c'est la marque de fabrique de ceux qui n'ont pas d'arguments. Le libéral a réitéré son engagement en faveur du combat pour la protection des ressources naturelles nationales. Al-Hassan Ba Diafaraba. Réplique, Maître Amadou Sall dit ne pas être surpris par cette énième sortie du président de la République contre l'opposition. Un habitué des faits, le libéral parle de violence dans le langage et les actes. Violence et autoritarisme, qui sont la marque de ceux qui n'ont pas de réponse aux questions qu'on leur pose. Vous vous souvenez, après la violence des interdictions de manifestation, il y a la violence des interdictions de sortie du territoire, il y a la violence des interpellations, il y a la violence des arrestations, il y a la violence des emprisonnements et de la répression brutale de nos manifestants. Aujourd'hui, c'est la violence des invectives. Ce n'est pas l'attitude qu'on attendait d'un chef d'État. S'il y a quelqu'un qui n'a pas d'argument, c'est lui, le chef de l'État, estime-t-il. D'ailleurs, à titre d'exemple, le dossier ArcelorMittal reste encore un flou. Nous savons parfaitement, et il sait, que dans l'affaire Mittal, l'expert qui a été désigné pour évaluer le préjudice du Sénégal l'a évalué à 4 600 milliards. Il a négocié à quoi? Il a négocié à 80 milliards. Qu'a-t-il fait des 4 520 milliards? On lui pose cette question-là et il verra que nous avons des arguments pour le reste. Nous n'avons qu'un seul autre argument. Nous demandons aux Sénégalais d'élire une nouvelle assemblée constituante. Élire une nouvelle assemblée constituante, Manko Taxawu Sénégal s'y attelle. Objectif, restaurer selon la coalition l'état de droit. Pour rééquilibrer les institutions, faire en sorte que le président qui soit élu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, prenne de la hauteur, qu'il soit un véritable président, qu'il ne soit pas un chef de bande à la tête d'un gang de prédateurs composé de sa famille, de ses amis et de son clan. Aujourd'hui, on a comme cette désagréable impression que le Sénégal a été vendu à l'étranger. Et le moment est venu pour que le Sénégal et les Sénégalais aient une mainmise totale et une maîtrise de leur destin. La bataille s'annonce déjà rude pour les législatives à venir. Grosse polémique autour du pétrole et du gaz ces derniers temps. Vous l'avez certainement remarqué, les politiques en ont déjà fait un sujet de campagne en vue des prochaines législatives avec accusations et déclarations tous azimuts. Alors, qu'en pensent les citoyens ordinaires? Eh bien, vous allez voir dans ce micro-trottoir que les Sénégalais ne semblent pas maîtriser, pas encore maîtriser en tout cas, les tenants et les aboutissants de ces contrats. Ils demandent toutefois des éclairages autour de ces sujets. Je vous propose de les écouter dans ce micro-trottoir. Il est signé Pape Faraning. Le pétrole, on l'entend comme ça, mais on ne connaît absolument rien du pétrole. On l'entend comme ça, pétrole dans le Sénégal, mais bon. Moi, personnellement, je n'en sais pas quelque chose. Et les contrats aussi? Les contrats, non, absolument pas. Ils n'ont qu'à nous dire ce qui se passe exactement au niveau du pétrole, parce que tous les opposants parlent du pétrole alors qu'on ne connaît absolument pas du pétrole. Donc Macky Sall, c'est nous qui l'avons élu. Il n'a qu'à nous dire ce qui se passe au niveau du pétrole. Parce que l'État a signé un contrat avec la société Sangam. L'État a signé un contrat avec la société. Que le Sénégal maintenant est un pays producteur de pétrole et de gaz. Donc on attend les retombées. Mais d'après ce qu'on lit sur les journaux ou ce qu'on entend sur la radio, on est en train de perdre des milliards. Donc, mais on attend de l'État qu'il nous éclaircisse. Pas du tout, franchement, je ne suis pas du tout. Vous entendez seulement? J'entendais seulement les médias parler, mais je ne suis pas de ce domaine. Vraiment.
Ousmane Sonko s'attaque à la presse. Le leader de PASTEF, les Patriotes, dans son ouvrage présenté ce week-end, s'en prend aux journalistes qu'il qualifie d'inféodés et de prisonniers de l'argent plutôt. Des critiques acerbes qui ont fait naturellement réagir dans le monde des médias. Le secrétaire général du SYNPICS, Ibrahima Khalilou Ndiaye, pense que Sonko s'est trompé de cible. Bamba Kassé, journaliste sportif, lui pense que Sonko gagnerait à être un peu plus humble. Nous les écoutons dans ce reportage de Pafarininga. L'indignation est le mot le mieux partagé par les journalistes après la sortie de Ousmane Sonko qui traite les journalistes de tous les noms d'oiseaux dans son livre. Ça fait mal, ça fait pas mal. Ça fait mal lorsqu'on te traite d'inféodé. Vous savez ce que ça veut dire un inféodé? Vous le savez? Oui. C'est très grave à ce niveau. Mais d'une autre part, c'est pas grave dans la mesure où c'est un homme politique simplement qui le dit, et tout le monde sait que le discours des hommes politiques, tout le monde sait le qualificatif qu'on leur donne souvent. Jarul Dorsedom. Parce que c'est irrespectueux et c'est pas mesuré du tout de sa part. Pour Ibrahima Khalilou Ndiaye et compagnie, Ousmane Sonko traduit lui-même l'exemple d'une presse libre car il n'a jamais été l'objet d'une quelconque censure. Parce que je pense que la presse a fait justement ce qu'elle devait faire. Parce que lorsque Sonko a fait des déclarations, la presse en a fait le relais, l'écho. Et lorsqu'il a été également radié de la fonction publique, tous les péripéties et toutes les tribulations qu'il a eu à vivre avec sa hiérarchie, avec les autorités, donc je pense que la presse a fait normalement son job. Les journalistes ont tenu aussi à recadrer le secrétaire général du parti PASTEF sur le statut des journalistes d'investigation. Ils soulignent que leur rôle n'est pas d'écrire un livre. Le job des journalistes n'est pas de faire des livres, n'est pas d'écrire des livres systématiquement. Nous sommes des historiens du présent, nous devons relayer l'information au quotidien. Donc je pense qu'il se trompe de cible. Il est arrivé que des journalistes puissent écrire des livres par rapport à une question. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste d'investigation? C'est celui qui écrit un livre. Donc il n'avait qu'à le citer nommément. Il faut être courageux également. Parce que même dans d'autres... Moi j'ai écouté son discours, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai écouté tout le discours. Et parfois il dit, ouais, il est haut fonctionnaire, il est qualifié. Les journalistes attendent de pied ferme Ousmane Sonko pour des explications. Ils estiment s'il vise quelqu'un, il doit prendre son courage en deux mains. Allez, direction Kermousse. Sur place, les habitants de 6 villages ont tenu un sit-in pour dénoncer l'accaparement de leurs terres. Une grande mobilisation qui a eu lieu devant la mairie de Kermousse. Les populations accusent un promoteur agricole d'avoir confisqué ces terres. Selon elles, l'agriculture dans la zone est menacée. Plus de 12 000 personnes pratiqueraient des activités agricoles et pastorales dans la zone. Elles demandent à l'État de leur rétrocéder ces terres qui s'étendent sur plus de 7 000 hectares. Le conflit oppose fil-filier à ces populations de Kermousse et Sébikotane. Cheikh Anta Diop, Saïlatir pour la correspondance. Les habitants de Ndoyen 1, 2, Sébikotane, Soulouf, Mbirdiam et Kermousse devant la mairie de Kermousse pour une grande mobilisation. Ces populations sont très remontées. Elles ont décidé d'aller en guerre contre la confiscation de leurs terres. Selon les populations, le promoteur agricole revendique plus de 600 hectares, un titre foncier que les populations contestent. Pour elles, ce titre foncier n'a jamais été fourni. Fil-Fili est venu dire qu'il détient un titre foncier qui commence à Sébikotane et fait 3 km au nord jusqu'à arriver au village de Ndoyen 1 et qui longe encore le village de Ndoyen 2, même englobé par ce titre foncier à 3 km de Sébikotane, qui s'étend aussi jusqu'à 4 km encore au village de Soulouf et qui arrive au village de Kermousse qui est à 6 km de Sébikotane. Avec ce litige, le préfet de Thiès nous avait convoqué pour dire qu'il a le titre. Quand on est venu, il nous a présenté un droit réel et une carte qui date de 2008. Alors que la carte devait être une carte de 1889 lors de l'acquisition de cette terre. Face à cette situation, les habitants des 6 villages interpellent les autorités et appellent le chef de l'État Macky Sall à rétrocéder les terres aux agriculteurs. Dans la zone, il y a plus de 7000 agriculteurs. Pourquoi? Parce que dans la commune de Kermoussa, nous avons une population de 39 000 habitants. Dans la commune de Sébikotane, nous avons une population de 30 000 habitants. Nous ne pouvons même pas qualifier ce qui nous arrive. On nous a même tués parce que qui te prive de source de vie t'a
supprimer la vie. Les populations ont répondu à l'appel, de même que le groupe Bidéoubès qui a gratifié le public de belles prestations. La route a fait plusieurs morts ces derniers jours. Au moment où l'État parle de permis à point, Gora Khoma, le secrétaire du syndicat national des transporteurs routiers, rejette la proposition et vise la formation des chauffeurs et le renouvellement du parc automobile. Suivant à ce sujet, le reportage d'Ousseynou Diop et Abusek. Les accidents sont très nombreux sur la circulation depuis un certain temps. Rien que le mois de mai, en cours, plusieurs personnes ont perdu la vie sur la route. Les chauffeurs sont indexés. Beaucoup parlent d'indiscipline notoire. Gora Khoma, le secrétaire général du syndicat national des transporteurs routiers, en visite à Saint-Louis, rejette ces allégations et les propositions du gouvernement sur les permis à point et le slogan « Zéro tolérance ». Moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République et son gouvernement de sortir le bâton pour taper sur les conducteurs pour que les accidents cessent. Ça ne sera pas la bonne solution. Amener le permis à point, créer des ordres ne règle pas le problème. C'est la situation des conducteurs qui sont vraiment à déplorer. Pour le secrétaire général du syndicat national des transporteurs routiers, l'État doit veiller à la modernisation des routes, au renouvellement du parc automobile et à la formation permanente des chauffeurs. Nous réclamons vraiment une formation. Puisque avoir le permis tout simplement, c'est insuffisant. C'est pourquoi nous réclamons un recyclage permanent des règles sécuritaires pour qu'on vive au quotidien du respect du code de la route. Donc, tant que le gouvernement n'a pas changé le parc totalement, nous sollicitons le soutien de la police et de la gendarmerie pour qu'il y ait plus de tolérance. Lors de sa visite à Saint-Louis, Gora Khoma a exposé les doléances des chauffeurs de camions affiliés à son syndicat. Selon lui, les nouveaux adhérents doivent être pris en charge. C'est l'absence de la déclaration de la Caisse de sécurité sociale, de l'IPRES. Ensuite, c'est les tracasseries routières, le manque de respect. Gora Khoma est catégorique. La formation doit être de mise pour éviter les nombreux accidents sur la route. Nous restons dans le secteur des transports pour parler cette fois-ci des routiers du corridor Dakar-Bamako. Dans tous leurs états, ils exigent un parking à Kidira à cause d'un certain nombre de difficultés qu'ils rencontrent sur place. Ils étaient face à la presse. Leur sit-in, leur rassemblement s'est déroulé à Diamagun-Sikambao. C'était ce dimanche. Et nous écoutons Ousmane Nongo. Ses propos sont recueillis par Salih Sow et Asmalik Diop. Le problème actuellement se trouve à Kidira. Nous payons des tickets qui nous permettent, qui nous donnent le droit de stationner dans la ville, à l'intérieur de la ville. Mais à notre grande surprise, on nous demande de garer nos camions à 20 km de la ville. Et là où nous garons nos camions, c'est au niveau de la forêt. Même pour faire des besoins naturels, il faut aller derrière les arbres, ainsi de suite. Tout ce que nous demandons, c'est que l'État nous prenne en considération. Nous sommes trop marginalisés. Un des chauffeurs qui faisait ses prières a été attaqué par un serpent. Tout ce que nous exigeons, c'est la création d'un parking. Et nous sommes là, nous avons notre récépissé, nous avons créé notre GIE pour porter le combat nous-mêmes. Nous avons toujours été trompés par les syndicats qui sont là aujourd'hui. Depuis trop longtemps, nous avons versé des cotisations et nous demandons aussi à l'État de nous aider pour faire l'audit. La différence qui devait être faite entre les postes de sécurité et les postes de contrôle n'a pas été faite. Les postes de sécurité se considèrent plus comme des postes de contrôle. Tu es contrôlé par le poste de contrôle d'une telle compagnie. Ensuite, le poste de sécurité qui devait te sécuriser, te montrer les ainsi de suite, mais rien n'a été fait. Nous payons beaucoup pour un seul trajet. Nous payons beaucoup d'argent et c'est inutile. Je vous l'annonçais tantôt en titre, Dakar abrite pour la première fois le Salon international de l'artisanat, une rencontre qui se tient au moment où ce secteur traverse des difficultés, notamment dans les domaines de la menuiserie, mais aussi de la cordonnerie. Au village artisanal de Soumbédioune, les clients se font désirer. À la rue 11, à la Médina, des cordonniers ont tenu aujourd'hui un sit-in pour dire leur ras-le-bol face à la concurrence déloyale que leur mènent les Chinois et l'insécurité qui sévit dans les zones où ils exercent leur métier. Hadiatala, Tcherno Laurent Mendy les ont rencontrés. Reportage. Les cordonniers et menuisiers de la rue 11 ont brandi des pancartes qui informent sur leurs dures conditions de travail.
caractérisée par l'insécurité, le manque de moyens et la concurrence déloyale, entre autres. Ici, si manifestation se passe à l'estade, c'est les cordonniers qui vont payer les pots cassés. Ils lancent des gaz lacrymogènes, des pierres. Leurs clients, on les brutalise, ce qui est anormal. Nous voulons aussi des financements. Nous voulons que l'État nous repose pour nous aider sur des financements. Nous voulons la baisse des taxes à l'importation. Si les taxes sont réduites, il faut que l'État informe les acteurs pour que si les commerçants s'y opposent, nous, on va faire face. La concurrence déloyale, c'est les Chinois. Tous les marchés sont accaparés par des sociétés chinois. Là, le moment où nous pensons que l'État doit nous soutenir, l'État n'a jamais soutenu les ouvriers. Mais ils avaient annoncé 15% de leur commande, allez vous revenir? Jamais. Et moi, je ne crois pas ça. Et je ne pense jamais que l'État arrive à faire cela. Si l'État arrive à faire ces choses-là, mais l'État doit nous aider en matière de notre travail, de notre fonction. Le constat est le même au village artisanal, où les artisans se tournent les pouces. Il n'y a pas l'ombre d'un client particulier ou d'un touriste. À Soumbédioune, ils déplorent également le fait de ne jamais recevoir leur ministre de tutelle. Les cordonniers ne sont pas bien considérés dans ce pays. Parce que s'ils étaient considérés, on est impliqué sur toutes les choses qui se passent dans ce pays concernant le secteur artisanal, plus particulièrement les cordonniers. Mais pour voir un ministre, même c'est un peu difficile. Oui, et on est dans le pays. Tu vois quelqu'un, un gosse qui est jeté, bon, on le récupère, on l'apprend le métier. Ça, c'est un bénéfice dans le pays. Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir notre ministre pour lui dire notre besoin? Ce n'est pas le ministre du tourisme, ce n'est pas le ministre de l'artisanat. Ça, je vous le dis. Moi, je suis né dans le marché. Tous ces artisans demandent l'accompagnement de l'État pour booster leur secteur d'activité. Bon, nous ne sommes pas, par exemple, aidés. Voilà, par exemple, si je peux te montrer ma case, nous me mettons. Par exemple, matériel, comprendre. C'est l'État qui peut nous aider. Et puis, je ne me décourage pas. Ces acteurs du secteur informel souhaitent qu'au sortir du Salon international de l'artisanat où ils se sont fait représenter, une meilleure prise de conscience de leur secteur d'activité respectif. Projet de réécriture de l'histoire du Sénégal, le lancement du rapport d'activité a eu lieu ce matin. Des précisions avec le professeur Ibader Thiam, coordonnateur général de ce projet, dans ce reportage de Mambiram Diofa. Un ambitieux projet d'envergure nationale qui tend aussi ses tentacules au-delà de nos frontières, embrassant ainsi la région ouest-africaine. L'audience que le chef de l'État a accordée au professeur Ibader Thiam le 12 mai dernier vient redonner un second souffle dans la marche pour la mise en œuvre du dit projet. Alors cela, le chef de l'État a décidé de se le prendre en charge. Il a décidé de prendre en charge désormais le budget de l'histoire générale du Sénégal. Il vient d'acquérir pour le Sénégal et pour les archives du Sénégal 3 millions de documents microfilmés couvrant la période 1722-2016 qui représente un patrimoine exceptionnel que le président Hollande a accepté de lui remettre et qu'il a décidé de remettre à la bibliothèque, aux archives nationales du Sénégal. L'histoire générale du Sénégal va pouvoir l'exploiter. 2016, année durant laquelle beaucoup d'activités ont été menées, le Sénégal oriental, un exemple de niche à exploiter. Ouvrez un livre d'histoire actuel, vous ne verrez pratiquement rien sur le Niani et le Wuli. Pas grand-chose sur le Bundu, pas grand-chose sur le Gadjaga. Or, tout ça, ce sont des provinces quand même qui ont un grand intérêt sur le plan historique, sur le plan culturel et qui ont même apporté beaucoup à la construction nationale. Les Niani, par exemple, on en parle beaucoup ici au Sénégal, mais les gens ne savent pas que le Niani, en fait, c'est une importation des Mandingues à partir de l'ancienne capitale du Mali, qui s'appelait Niani. Et ça, c'est un prince mandingue qui a créé cette principauté-là au Mali, qui est devenu le grand empire avec à sa tête Soundiata Keïta. Nous avons pensé que tout cela, ce projet devait le prendre en charge et faire en sorte que dans les délais qui sont fixés, nous puissions produire les 25 ouvrages que nous devons publier, dont chacun ferait entre 500 et 800 pages et qui permettrait de doter notre pays d'un outil irremplaçable pour son développement et pour sa prise de conscience. Ce rapport d'activité, une sorte d'esquisse sur les nombreux ouvrages à consacrer à l'histoire du Sénégal des origines à nos jours.
Restons dans le monde de l'éducation, cette fois-ci pour parler du collège Sultan Yavuz Selim qui s'est illustré au concours Universal Project Olympiad sur les 30 pays qui ont participé à travers le monde. Et bien, ce collège est sorti premier avec 7 médailles, 157 projets étaient en compétition, fierté et honneur naturellement chez les élèves et les responsables de l'établissement. Je propose d'écouter tour à tour Amadi Tine, conseiller en éducation au collège, et Adi Khadijatou Diaw, récipiendaire avec une médaille d'or, qui sont tous les deux interrogés par Al-Hassan et Jafaraba. J'éprouve une grande fierté, bien sûr, pour cette moisson de médailles, et surtout pour une Olympiade avec près de 300 participants, 150 projets, 30 pays. Ici, on a pu donc émerger du lot. C'est dire que c'est un grand chapeau pour nos élèves et pour nos enseignants. Déjà, on parle d'électricité à partir de peau de banane et surtout d'énergie solaire, donc des énergies renouvelables, surtout pour le Sénégal et pour l'Afrique et pour les pays pauvres. Je pense que c'est quand même un avenir très radieux pour ces enfants-là. J'ai gagné une médaille en or sur 157 pays. Représenté par 350 élèves répartis dans 35 pays à travers le monde. Notre projet qui consiste sur l'énergie renouvelable a pris la première place avec une médaille en or. Notre école Yavuz Selim Sultan a représenté le Sénégal avec les 3 premières places, médaille or, argent et bronze à travers l'UNIPO. Allez, de l'éducation, nous passons à la santé. Avoir le diabète et jeûner, c'est possible. Le programme M-Diabète a décidé d'accompagner les malades dans ce sens. La manière de concilier le jeûne avec leur maladie plutôt. Des précisions avec le directeur du centre antidiabétique Marc Sankalé, le professeur Seydou Nourou Diop, que nous écoutons au micro de Mambiram Diofa. Avertir la population et de pouvoir les mettre en face de leurs responsabilités pour qu'ils sachent s'ils peuvent jeûner en toute sécurité. Bien sûr, des messages leur permettront de savoir s'ils ne peuvent pas jeûner. Un diabétique qui a déjà une complication au rein ou une complication au cœur ou dont le diabète n'est pas bien équilibré, c'est-à-dire avec une glycémie supérieure à 2,50 g, il est préférable qu'il ne jeûne pas. Si soit bien équilibré, ensuite qu'il n'y ait pas de complications qui peuvent générer d'autres désastres pendant le ramadan. L'association Kébé Santé a organisé ce week-end à Kébémer et Nande des consultations gratuites mobilisant 150 médecins de 15 spécialités différentes. 4000 personnes ont pu être consultées, dépistées face à certaines maladies comme le cancer du col de l'utérus ou encore le diabète à Kébémer. Dans le département dépourvu encore d'hôpital, eh bien, la demande en matériaux de soins est forte. Nous écoutons à ce sujet le professeur Abdounian, coordonnateur de la caravane, avec Mambiram Diouf. Nous avons eu à dépister les cancers du col, le dépistage de diabète, d'hypertension, mais aussi le dépistage du VIH que nous avons eu à organiser au cours de cette caravane. Le bilan est extrêmement satisfaisant parce qu'à travers cette 14e caravane, nous avons eu à nous déployer sur la commune de Kébémer. Et à l'intérieur de la commune de Kébémer, nous avions le site du centre de santé où nous sommes. Nous avions aussi le site de l'école 1, le site du Dara et le site du poste de santé de Diamaguène. Alors de la même manière, à Ndande, nous avons eu à travailler sur le poste de santé de Ndande et sur un Dara qui est situé dans les environs. Alors ceci a permis à travers cette caravane de prendre en charge près de 4000 patients. Nous comptons encore l'année prochaine développer surtout une stratégie vers des cibles privilégiées. Je veux parler du camp qu'on va organiser pour faire des interventions de la cataracte, parce qu'à travers cette édition, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une importante demande de personnes démunies qui présentent des cataractes
qui nécessiterait une intervention. Et nous restons avec cette caravane qui a été placée sous le sceau de la lutte contre les faux médicaments, mais aussi l'automédication, un thème qui a été développé au cours d'une conférence publique par le directeur de la pharmacie et du médicament, le professeur Amadou Mokhtar Dieye. Sachez que des peines pouvant aller jusqu'à plus de 10 ans de prison sont désormais appliquées dans la guerre contre ceux qui se livrent à ce trafic et aussi à la vente illicite. Nous écoutons le professeur Amadou Mokhtar Dieye. Beaucoup de peines à l'encontre des contrevenants. D'abord, dans le code pénal, donc, il y a un article qui parle d'exercice illégal d'une profession réglementée et qui est sanctionné avec des peines lourdes, des sanctions fermes, des emprisonnements fermes de 2 à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment prévu dans le code pénal de la rue. Et qu'après qu'il y ait des décès, mais ça tombe dans le champ de l'homicide. Et donc, les gens peuvent être condamnés jusqu'à 15 ans, jusqu'à 20 ans même, par rapport à cela. Surtout que ceux qui vendent ces médicaments peuvent tuer plusieurs personnes en même temps. Ils peuvent tuer des centaines de personnes d'un seul coup. Donc, vraiment, il faut que ceux qui vendent ces médicaments-là fassent très attention parce que l'État ne va pas les laisser continuer à vraiment mettre en danger la vie des concitoyens. En sport, parlons de cet élan de soutien en faveur d'Amara Traoré, suspendu par la Fédération pour 2 ans. Les fils de la vieille ville viennent de mettre en place un collectif pour sa défense. Baïlawan, porte-parole de ce collectif, entend saisir les juridictions pour l'annulation pure et simple de cette décision à l'encontre d'Amara Traoré. Je vous propose d'écouter Baïlawan au micro de Seynou Diop et Abusek. Et je demande à tous les Saint-Louisiens de se lever. Il soutient un candidat, et à ce niveau, c'est excessif. Soyez sérieux. Ce n'est pas parce qu'il soutient un candidat qu'il faut le mener en pilori, tirer sur lui, comme nous ne l'accepterons plus. Je demande en tout cas à tous les Saint-Louisiens, de Mme Faye en passant par le Baïla, donc le citoyen lambda, de pouvoir ceindre les reins avec nos avocats issus de Saint-Louis, avec nos politiques, que ce soit Baraya, je l'appelle, comme les autres partis, à se ceindre les reins pour mener la bagarre, barrer cette injustice qu'on veut appliquer à une icône de la ville de Saint-Louis qui est Amara. Vraiment, il ne mérite pas ça. Saint-Louis ne mérite pas ça. La sanction, elle était excessive parce qu'Amara, en tant que joueur, il a fait ses états de service. On n'a jamais vu ou entendu qu'Amara a été à côté d'un joueur exemplaire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Toutes nos excuses de ne pas pouvoir vous proposer l'invité du 20h. Ce soir, nous n'avons pas réussi, hélas, à le joindre. Une rubrique que vous retrouverez certainement demain avec Antoine Diouf. D'ici là, excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.